et ce qu'ils pensent du futur. Merci Jean-Yves. Je l'ai laissé là-bas. C'est ici. C'est là en dessous. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur les membres de l'Académie, je remercie avant tout Alexandre de m'avoir invité à présenter devant cette prestigieuse Académie de chirurgie. Donc j'espère que je ne vais pas trop vous embêter avec des équations. J'ai essayé d'en mettre le moins possible, mais on m'a demandé de faire présenter les bases physiques et le potentiel médicaux des ultrasons. Donc bases physiques, il faut forcément quelques équations de base. Alors les ultrasons, c'est des ondes mécaniques. Ce n'est pas du laser, ce n'est pas des ondes électromagnétiques, c'est des ondes mécaniques, c'est-à-dire qu'il faut de la matière pour qu'elles se transmettent. C'est exactement les mêmes que les sons qu'on entend. Et les ultrasons, c'est simplement la fréquence qui détermine le seuil à partir de laquelle on parle d'ultrasons. Et généralement, c'est le seuil de sensibilité de l'oreille humaine. Donc, dans ce domaine des ultrasons, on trouve un grand nombre d'applications. La première application, ça a été le sonar, inventé par Paul Langevin, pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a des applications non contrôle, non destructif des matériaux, et il y a beaucoup d'applications dans le domaine médical. La grosse application, l'application la plus importante, c'est l'échographie. Tout le monde a entendu parler de ça. C'est l'imagerie ultrasonore. Et depuis quelques années, depuis le début des années 90, on parle d'ultrasons thérapeutiques. Je reviendrai peut-être un peu sur ça, pourquoi ça a démarré dans les années 90, bien que les premières applications thérapeutiques étaient bien antérieures aux applications en imagerie, puisque tout de suite derrière les expériences de Langevin, qui s'était aperçu que dans les manips qu'il faisait, les expériences qu'il faisait sur son sonar dans la Blaye de Toulon, il y avait des poissons qui remontaient à la surface et s'était rendu compte que finalement les ultrasons avaient des effets sur les organismes vivants. Donc il y a eu tout un tas d'expériences, mais il a fallu attendre le début des années 80 pour que ça redémarre, et en partie grâce à justement l'imagerie, parce que l'imagerie et la thérapie sont indissociables, parce que vous verrez, il faut un guidage pour appliquer ces traitements thérapeutiques. Alors là, bon, simplement pour vous dire qu'il existe deux types d'ondes dans les tissus mous. Les tissus du corps humain, on appelle ça des tissus mous. Il y a des ondes de compression et des ondes de cisaillement. C'est la même chose qu'en sismologie. Et ce qui les distingue, c'est essentiellement le paramètre qui constitue les tissus, et qui sont excusez-moi, le module de compressibilité pour les ondes de compression et le module de cisaillement pour les ondes de cisaillement. Les unes se propagent à la vitesse assez rapide, qui est de l'ordre de 1500 mètres par seconde. C'est exactement la vitesse dans l'eau. Ce n'est pas étonnant parce que les tissus vivants, c'est de l'eau. C'est des ondes qui se propagent de manière linéaire et dont l'atténuation est pratiquement proportionnelle à la fréquence, et ce qui permet justement de les propager dans des profondeurs qui vont de 70 à 100 longueurs d'onde, ce qui correspond à une fréquence de 1 méga, des profondeurs de 10 à 15 cm de profondeur, ce qui est compatible justement avec le corps humain. Et c'est là qu'on trouve les applications de l'échographie et de la thérapie ultrasonore. Les ondes de cisaillement, c'est des ondes qu'on a ignorées pendant de nombreuses années, et que des équipes, notamment en France, l'équipe de l'Institut Langevin,
a mis en valeur parce qu'elles permettent de caractériser les tissus. Parce que les tissus, ces ondes sont fortement dépendantes du module de cisaillement. Et les différents tissus qu'on a, notamment les cancers, ont des variations très importantes dans ce coefficient de cisaillement. Et c'est ce qu'on appelle l'imagerie d'élasticité ou l'élastographie. Bon, alors là, je vais passer très vite. Hein. C'est en fait les lois sont les mêmes que celles qu'on retrouve dans la lumière. Pour la lumière, les lois de réfraction et de réflexion, ce sont les lois de Snell-Descartes que vous devez vous rappeler. Un autre paramètre important, c'est l'atténuation. L'atténuation, c'est la perte de l'énergie ultrasonore à cause de la viscosité des tissus. Et elle suit une loi exponentielle, hein, c'est la loi, ce qu'on trouve sur cette équation. Et pour les tissus, ça donne une atténuation qui permet à l'onde de se propager de manière sur des profondeurs assez importantes, mais également de déposer une certaine énergie qui va permettre donc d'être utilisée pour faire des applications thérapeutiques, parce que la conversion de cette énergie, de cette perte d'énergie mécanique se traduit par une énergie thermique, et ça va créer de l'hyperthermie dans les tissus. Voilà, donc je ne vais pas aller trop loin. La seule différence qu'on peut noter entre les ultrasons diagnostiques et la thérapie, vous voyez sur ce tableau que les fréquences sont pratiquement les mêmes, hein, ça va de 1 à 40 mégas. Pour les ultrasons thérapeutiques, c'est un peu plus faible. Mais la différence, c'est l'intensité de l'onde et la durée. C'est donc qu'une question de dose qui va conduire à un effet thérapeutique. En fait, c'est exactement les mêmes paramètres. La seule chose, c'est qu'on tire plus fort et plus longtemps. Donc, on a une énergie plus forte. Maintenant, si on regarde un petit peu l'interaction de ces ondes ultrasonores avec les tissus biologiques, pourquoi on a des effets? Eh bien, parce que, premièrement, ce sont des ondes mécaniques, donc on met en vibration le milieu, et ces vibrations peuvent avoir différentes interactions avec les tissus. Un des effets qu'on note, qui est dû à la dispersion de l'onde, c'est la génération d'une force de radiation qui est une force statique qui s'applique sur les tissus et qui est utilisée, entre autres, dans certaines applications, comme on le verra dans les présentations qui vont venir, par exemple pour l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, ou pour des applications, par exemple, comme la neurostimulation en utilisant des ultrasons. Le deuxième effet important, c'est ce sont des effets thermiques. Puisqu'on a une absorption de l'onde qui se fait sur une loi exponentielle, on a une quantité de cette énergie par unité de volume qui est déposée et qui va créer une élévation de température. Sur la courbe de droite, cette température va créer des dommages plus ou moins sévères au tissu. Et on peut remarquer par cette courbe ici, entre la zone hachurée, quand on est au-dessus de la zone hachurée, les dommages sont des dommages irréversibles. La plupart du temps, si ce sont des effets thermiques, on crée une coagulation des tissus, des protéines, qui va donc entraîner une mort cellulaire. En dessous de cette courbe, on n'a aucun effet. Et entre les deux, c'est le domaine qu'on appelle de l'hyperthermie, sur lequel on joue sur la spécificité, la susceptibilité de certaines cellules à être plus ou moins sensibles à la chaleur. On sait par exemple que les cellules cancéreuses se détruisent plus facilement par la chaleur que les cellules saines. Donc on essaye c'est le domaine de l'hyperthermie. Alors c'est un domaine qui avait
été proposé dans les années 80, qui a du mal à émerger parce que le seul souci qu'il y a, c'est qu'il faut maintenir une température relativement précise pour ne pas détruire les tissus sains ou ne pas, au contraire, créer aucun dommage. Voilà. Un effet très important, qui est le troisième effet qu'on rencontre dans l'interaction des ultrasons et des tissus biologiques, c'est la cavitation. La cavitation, c'est l'interaction d'une variation de pression par rapport à des gaz ou des microbules contenus dans ce milieu. Un des domaines de la cavitation, c'est quand vous regardez à l'arrière d'un bateau, le nuage de bulles que vous voyez apparaître, en fait, ce n'est pas le brassage de l'eau et de l'air, c'est des bulles de cavitation qui apparaissent dans l'eau à cause de la dépression des turbines. Et les ondes ultrasonores étant des ondes de pression, alternatives de surpression, dépression, au moment des dépressions, on a la formation de bulles de gaz à l'intérieur des tissus. Et ces bulles de gaz interagissent avec les cellules et créent des effets sur ces cellules. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de cavitation, la cavitation stable et la cavitation inertielle. L'une est une cavitation faible dont le mécanisme suit l'onde ultrasonore. Donc si on a une onde sinusoïdale entretenue, on a une bulle qui va osciller à la fréquence de cette bulle. Alors que dans l'autre cas, on a des pressions beaucoup plus fortes qui apparaissent et là, on a des bulles qui peuvent exploser et induire des dommages au moment de leur implosion. Alors en fait, dans l'interaction de ces ultrasons avec les milieux biologiques, pour résumer, il y a des effets mécaniques, des effets thermiques et des effets de cavitation, et on a rarement un de ces effets qui intervient de manière unique. C'est plutôt une combinaison de ces différents effets qu'on utilise pour faire de la thérapie. Alors, d'autant plus que un des effets peut interagir avec d'autres effets. Par exemple, la cavitation, comme je vous expliquais, quand une bulle oscille, son oscillation, elle est fortement même non linéaire. Elle va rayonner des fréquences à des harmoniques supérieures de l'harmonique qu'il reçoit. On a un effet de transfert d'énergie à une fréquence vers des fréquences plus élevées. Et comme les milieux ont une absorption proportionnelle à la fréquence, eh bien, ça revient à apporter de l'énergie là où il y a des bulles. Et c'est ce qui se passe justement dans les applications où on utilise, vous verrez, des ultrasons focalisés. Cet effet de cavitation intervient et on peut même des fois rajouter des bulles sous forme d'agents de contraste pour justement favoriser cet effet thermique. L'effet mécanique, c'est pareil, il est issu souvent de la cavitation dans la lithothérapie qui a été introduite par le professeur Carpentier. On utilise des ondes de choc, c'est des ondes extrêmement puissantes avec des pressions très élevées et le phénomène de cavitation inertielle est permanent. Et c'est cette cavitation inertielle qui va aller casser le calcul. Parce qu'au moment de l'implosion des bulles, on a des ondes de choc locales qui sont extrêmement puissantes, qui font jusqu'à 20 000 atmosphères. Il y a des effets thermodynamiques avec le gaz contenu dans la bulle, il va se liquéfier, donc on a des microjets qui sont émis au moment de l'implosion de la bulle. Et même localement, on a des températures extrêmement élevées, mais de manière tout autour de la bulle, de manière très locale. Voilà, et c'est ça qui permet de détruire, entre autres, les calculs, les lithiases rénales. Voilà. Et donc, pour revenir, tous ces trois effets ont de l'importance et on peut même les utiliser. C'est le cas, par exemple, de la délivrance de drogue, ce qu'on appelle drug delivery, qui est une des applications qui est en train d'émerger en ultrasons thérapeutique.
dans lequel on va utiliser des liposomes, dans lequel on introduit des médicaments. Et ces médicaments, on va les délivrer sur place avec des ultrasons en utilisant des moyens mécaniques, des effets mécaniques, de la cavitation, mais aussi des effets thermiques, en faisant par exemple des liposomes qui sont sensibles à la température, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine température, on va pouvoir dissoudre ces liposomes, des liposomes qui sont thermosensibles et qui sonosensibles, qui vont éclater au moment avec la pression ultrasonore. Et c'est ce qui permet donc d'envisager de belles applications pour le traitement, entre autres, des cancers. Voilà, donc pour résumer, si on regarde les effets qu'on veut privilégier, ben, on trouve tout un panel d'applications qui vont de la physiothérapie, sur lequel c'est de l'hyperthermie basse, l'hyperthermie classique, qu'on trouve dans une plage de température qui va de 40 à 60 degrés. Au-delà de 60 degrés, on sait qu'on coagule les protéines de manière pratiquement instantanée, donc c'est pour ça que l'hyperthermie se situe en dessous de 60 degrés. On a le drug delivery, je vous ai parlé, la transfection ultrasonore, c'est-à-dire on est capable avec des ultrasons d'ouvrir les pores des cellules pour aller modifier leur patrimoine génétique avec, par exemple, des plasmides ou d'autres formes de brins d'ADN. On a l'application pour des effets non thermiques de la lithotripsie. Lithotripsie, c'est de la lithotricie, mais pour aller liser les cellules sans avoir à utiliser d'effets thermiques. On a la thrombolyse ultrasonore, où on utilise l'effet de cavitation pour dissoudre les caillots. Et puis, il y a le domaine des ultrasons focalisés qui est apparu dans le début des années 80. Donc, je vous en fais une petite présentation du principe. Donc, on utilise, l'intérêt des ultrasons, c'est qu'on peut les focaliser de manière très précise à cause de la longueur d'onde des signaux qui sont émis. Et la focalisation, c'est comme quand vous focalisez de la lumière à travers une loupe. L'intérêt des ultrasons, c'est que vous pouvez le faire dans un milieu opaque, ça traverse très bien les tissus. Et vous voyez par exemple là, en quelques secondes, dans un milieu thermosensible, on a fait une lésion, en quelques secondes là, une lésion qui fait 12 mm de long par 2,2 mm de diamètre. Et quand on veut traiter une tumeur, on va reproduire cette lésion, point par point, en balayant tout le volume tumoral pour pouvoir... donc, si vous voulez, c'est le geste que vous effectuez avec un scalpel. Là, on l'effectue avec des ultrasons. On va coaguler les tissus et donc ça permet de traiter. Alors, ça a été utilisé dans différentes applications dont on verra un petit échantillon aujourd'hui. J'avais d'autres diapos, mais comme je n'avais pas réalisé qu'il fallait un quart d'heure, j'avais prévu 30 minutes, je vais peut-être en rester là, parce que je présentais de toute façon par la suite les applications. Si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un système pour faire des IFU, il va comporter un système d'imagerie pour aller viser à l'endroit où on veut traiter, un système de traitement, donc c'est le générateur d'ultrasons de puissance, et qui peut avoir n'importe quelle forme. Ça va du tout petit générateur. Ici, c'est un générateur qu'on a mis au point au laboratoire pour traiter le glaucome. On va brûler les corps ciliaires avec des ultrasons. Là, c'est le générateur pour la prostate. Ça, c'est un générateur qu'on a mis au point avec le professeur Carpentier pour aller traiter les tumeurs du cerveau. Ça, c'est un générateur beaucoup plus gros qui fait 20-30 cm, qui est sur une machine chinoise. Ça, c'est le générateur qui sera présenté, je pense, qui est ici à l'ICM pour traiter, qui a des applications pour le cerveau. Tout ça est piloté par une machine, que vous voyez ici, qui permet donc de positionner ce capteur par rapport au système d'imagerie qui peut être soit un échographe, soit une IRM. Alors j'avais une diapo
qui expliquait ce que faisait l'imagerie. Je ne veux peut-être pas trop aller dans le détail. Et pourquoi on choisit l'une par rapport à l'autre. Alors ça peut être des questions de coût, de précision et puis de contrôle aussi. Voilà. Ça, c'est les machines qui sont disponibles actuellement sur le marché. Hein, il y en a pas. Il y a des systèmes à guidage ultrasonore, donc qui sont essentiellement pour la prostate, et puis des machines corps entier qui sont guidées par des IRM. Voilà. On va rester là. Donc, puisqu'il va y avoir les présentations suivantes. Merci beaucoup, Monsieur Chaplon. EDAP, que vous venez de citer, est une société qui fait honneur à la France et dont vous êtes un des, si ce n'est le initiateur scientifique. Vous parliez de bulles qu'on crée par cavitation et qui étaient capables d'envoyer des sommes monstrueuses d'atmosphère. Alors, on est content pour le rein, mais on peut être aussi actif dans le cerveau sans faire de cavitation. Pour rassurer tout le monde, on ne crée pas de microbules. J'ai simplement présenté les effets physiques qui dépendent de l'intensité qu'on envoie. À faible intensité, c'est vrai qu'on n'a pas de cavitation. Donc on connaît précisément les seuils. Heureusement qu'on n'a pas de cavitation, par exemple, en échographie. Parce que sinon, l'échographie, il y aurait un moment que ça aurait été abandonné, notamment pour tout ce qui est les diagnostics prénataux. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'était une superbe présentation qui nous montre qu'on est véritablement à la croisée des chemins entre la chirurgie, la médecine, les drogues, le drug delivery, même le génome, puisqu'on peut faire des transfections, donc, et aussi avec l'imagerie. Donc c'est une espèce d'intégration de toutes les capacités actuelles qui est absolument fascinante. Est-ce que vous avez des questions à poser au professeur Chaplon? Yves Chapuis. Je voudrais savoir où cela en est dans l'application humaine, parce que je crois qu'il y a eu d'abord un premier travail expérimental sur le lapin, si je me trompe. Oui. Ben là, et j'aimerais savoir où on en est sur le plan de l'application humaine de ce traitement. Alors actuellement, il existe un dispositif qui a reçu l'homologation, qui a eu le marquage CE et qui est disponible. Donc il y a une société qui porte le nom de High Tech Care qui commercialise ce dispositif. Et ils ont lancé des essais multicentriques qui sont maintenant terminés et qui ont montré leur efficacité. Donc il y a eu plusieurs hôpitaux parisiens qui ont été impliqués. Je crois qu'au 15-20, il y avait des équipes, il y avait 2 équipes qui étaient impliquées dans ce traitement. Et les résultats sont assez spectaculaires. Après, le problème, c'est un problème qu'on rencontre dans tous les dispositifs médicaux, c'est le remboursement de l'acte, et qui est un peu spécifique à la France, puisqu'on le connaît très bien pour l'ablatherme, hein, puisque l'ablatherme, c'est une machine que le docteur Gelé va présenter, qui a maintenant 20 ans d'existence et pour lequel on en est toujours à attendre des remboursements de l'acte, alors qu'il y a des milliers et des milliers de patients qui ont été traités. François Dubois. Oui, dans les années 80, les gastro-entérologues pensaient avoir résolu le problème de la lithiase biliaire par la lithotripsie. Qu'en est-il maintenant? J'ai l'impression que ça a été abandonné. Ça a été abandonné, oui. Ça a été abandonné. Les calculs de la vésicule sont principalement du cholestérol. Et donc l'élasticité du cholestérol ne permet pas de les casser. Ils ne sont pas suffisamment rigides pour pouvoir les faire imploser. Et en plus, j'ai cru comprendre, parce qu'on vient de me découvrir de lithiase de la vésicule, donc c'était complètement abandonné parce qu'il y avait des risques aussi de perforer la vésicule avec les ondes de choc. Philippe Breil. Pour ce qui concerne les ultrasons à haute intensité, qu'en est-il du traitement des tumeurs solides? Parce que j'ai personnellement une histoire de chasse. Une tumeur du pancréas que je n'avais pas pu resséquer en raison d'une invasion importante de la tumeur, d'une patiente qui vit au Vietnam, qui voit un jour une émission de télévision d'un centre chinois. Mm-hmm. Ce centre chinois que vous connaissez sûrement prétend guérir les tumeurs du pancréas. Je lui avais fait une double dérivation. Elle va en Chine, elle fait son IFU.
elle revient, elle passe un scanner, la tumeur elle réduit, on estime qu'elle est résécable, elle revient à Paris, je la résèque, je fais une 2D pancréatectomie céphalique, ça fait 5 ans, elle est vivante. Donc il y a... C'est vrai que les Chinois ont beaucoup fait d'essais. Ça a été fait un petit peu... ils n'avaient pas de protocole très strict. Ils ont traité à peu près... C'est la machine que je montrais. Elle est là, hein, cette machine. C'est celle-ci, là, à Ifou. Et il y a eu des milliers et des milliers de patients traités, mais pour toutes sortes de tumeurs, des tumeurs du foie, du pancréas. Et c'est vrai qu'ils ont obtenu des résultats spectaculaires. Jusqu'à se poser la question de savoir s'il n'y avait pas si les ultrasons n'avaient pas des effets immunologiques. S'il n'y avait pas un effet d'immunologie après traitement par ultrason. Et vous avez tout à fait raison de citer un exemple comme ça, parce qu'il en existe beaucoup. Philippe Marr et puis Roland Viraille. Attendez les micros. Nous avons eu la chance de faire 33 lithotripsies vésiculaires sur le matériel EDAP à la fin des années 80. Et pour préciser ce que vous avez dit. Premièrement, les calculs fuient sous l'onde de choc dans la vésicule qui est grande. Ils ne sont pas calés comme dans le sinus rénal, dans le bassinet. Et 3 fois, il y avait des calculs enchâssés dans le foie qu'on a pulvérisés. Et surtout, on les fragmente. Et à partir du moment où ils sont fragmentés, le risque de migration est très élevé, et avec toutes les complications qu'on connaît. La grande différence entre le rein et la vésicule, c'est que le rein, anatomiquement, l'urtère est un organe qui est très péristaltique et qui permet de l'évacuer, tandis que le canal cystique était plutôt un obstacle qu'un système d'évacuation. Ronald Viraille. Tout à fait. Dans un autre domaine, qu'en est-il de l'utilisation stimulante des ultrasons de basse fréquence? Il y a des machines qui apparaissent en particulier pour le myocarde, et puis dans mon domaine pour simuler l'endothélium des corps caverneux. Est-ce que vous avez des données là-dessus et sur la validité du concept surtout? Oui, comme je l'expliquais, on met la stimulation, souvent c'est... fait appel à l'effet mécanique des ondes, c'est-à-dire on fait vibrer les tissus, et certainement que ces applications sont tout à fait valables. Je ne connais pas très bien, surtout en basse fréquence, on n'a pas beaucoup travaillé là-dedans. Il y a d'autres applications, des ultrasons. C'est très vaste, le domaine, mais je n'ai pas d'expérience dans le domaine des basses fréquences. Il y a un principe général, parce qu'on a connu ça en urologie avec l'hyperthermie, où à un moment donné, l'hyperthermie a été présentée comme étant le traitement de l'adénome de la prostate. Et il y a eu 7 ou 8 firmes qui ont été créées pour fabriquer des matériels d'hyperthermie, jusqu'à ce que l'Association française d'urologie décide, et Albert Gelet s'en souvient, de faire une étude multicentrique nationale où on a regroupé dans un hôpital qui était Corentin-Selton toutes les machines existantes, et l'ensemble des services parisiens a envoyé des patients pour se faire traiter de façon scientifique avec l'aide du CEDIT de sciences publiques, et où en fin de compte on a montré que l'hyperthermie dans l'adénome de la prostate n'entraînait aucune amélioration de façon significative, et les conclusions ont été que cette technique n'était pas efficace dans le cas particulier aux fréquences qui avaient été définies dans l'adénome, ce qui a d'ailleurs entraîné 4 faillites sur 8 firmes qui fabriquaient les machines. Le problème de toutes ces techniques, c'est que, et Jean-Yves Chaplon l'a dit, il faut ensuite derrière, une fois qu'on a créé les concepts, faire des études suffisamment importantes pour pouvoir les justifier. Mais comme il a dit aussi, ce qu'on peut regretter, c'est qu'en France, même quand il y a des études importantes, et Albert va en parler, on n'a pas toujours les conclusions qui devraient être tirées. En tout cas, je pense qu'on peut remercier le professeur Chaplon, qui est le père des ultrasons en France et dans le monde, je pense. Merci.